Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre motivation tout d'abord et de votre présence parce que c'est ce qu'on se disait. Une conférence un samedi matin, c'est rare. Donc je suis Karine Sebi, je suis économiste spécialiste de l'énergie. Mes recherches, elles portent principalement sur les politiques et les stratégies des entreprises en faveur de la transition énergétique. Donc autant vous dire que mes compétences en matière de géopolitique sont plutôt limitées. Mais je compte bien sur les interventions des chercheurs présents imminents de cette table ronde pour nous éclairer justement sur les contours de ce nouvel ordre mondial. C'est donc avec un plaisir particulier que j'ai et le privilège d'animer cette table ronde consacrée à un sujet à la fois essentiel et passionnant. Le titre, qui a été d'ailleurs proposé par Julia, est le suivant: Gouvernance du climat, des ressources et de l'espace, une géopolitique fragmentée par des défis globaux. Alors, à première vue, on pourrait se dire, en lisant ce titre, mais quel grand écart. C'est ce que je me suis dit. Du climat à l'espace, des océans aux minerais stratégiques, mais quel est le rapport? Le rapport, il est simple, c'est la gouvernance des biens communs. Les biens communs, ça a été, derrière chacun de ces thèmes se cache une même question: comment gérer ensemble des ressources qui sont partagées, souvent globales, avec lesquelles des droits de propriété sont souvent mal définis, alors même que les intérêts nationaux divergent et que les rapports de force se durcissent. C'est ce que l'économiste Elinor Ostrom et d'autres économistes, Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, appelaient la tragédie des communs. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de surexploitation des océans, course aux minerais critiques, absence de régulation dans l'espace ou de négociations climatiques internationales, nous retrouvons exactement les mêmes tensions entre coopération et compétition, entre bien public mondial et intérêts stratégiques nationaux. Nous sommes en 2025, quelques jours seulement après la fin de la COP 30 qui a eu lieu à Belém au Brésil. Nous sommes 10 ans après les accords de Paris. Et une question revient avec persistance: sommes-nous toujours capables de consensus international? Ou bien assistons-nous à une recomposition géopolitique profonde où les biens communs deviennent des leviers de puissance, parfois même d'affrontement? Alors oui, ce matin ensemble, nous allons faire un grand écart. Mais vous allez voir, les enjeux sont liés, les dynamiques se répondent, les tensions se ressemblent. Et c'est justement cette mise en perspective globale qui fait la richesse de cette table ronde. Cette rencontre est pensée pour un large public et nous tenons vraiment à ce qu'elle soit vivante. Alors je vous inviterai à la fin de cette session, de ce débat, à poser vos questions et à réagir. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être entourés de 4 spécialistes exceptionnels. Et donc on va commencer par Étienne Espagne, qui est donc tout à fait à ma droite de cette table ronde. Étienne, tu es économiste et senior à l'AFD, ancien économiste climat à la Banque mondiale. Tu reviens juste de la COP 30 justement qui s'est tenue à Belém. Ton regard est essentiel pour comprendre la fragmentation actuelle des négociations internationales. À ses côtés, Emmanuel H., directeur de recherche à l'IRIS et à l'IFPEN. Tu es un expert reconnu en économie des ressources. Tu analyses depuis longtemps la rivalité croissante autour des chaînes de valeur critiques. Avec toi, nous plongerons dans les tensions minières qui conditionnent toute la transition énergétique. À ses côtés, Philippe Steininger, vous êtes conseiller militaire du président au CNES, ancien officier de l'armée de l'air et de l'espace, chercheur associé à l'IRIS. L'espace, souvent perçu comme lointain ou abstrait, c'est ce que je pense en tout cas, est en réalité devenu un terrain stratégique central où s'accélère une forme d'arsenalisation. Philippe, vous nous expliquerez très concrètement ce que cela change pour la gouvernance spatiale. And last but not the least, comme on dirait en anglais, Julia Tass, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Océan. Vous nous éclairez sur la géopolitique des mers, un sujet qui est brûlant et que vous mettrez à l'honneur. Cette table ronde va se dérouler donc en 2 temps. Au cours du premier round, nous allons comprendre comment vos domaines respectifs, climat, ressources, espace, océan, illustrent la fragmentation actuelle de la gouvernance internationale. Puis, dans un second temps, nous analyserons du coup ce qu'il reste à l'Europe, à l'Union européenne, dans ce paysage bouleversé. Nous garderons donc, comme hier, une session de 1 demi-heure pour recevoir vos questions et les intervenants de cette table ronde s'attelleront à vous répondre.
Je vais commencer avec toi, Étienne. Donc, tu as pu observer de l'intérieur les nouveaux rapports de force climatiques à la COP 30. Le climat est-il encore un sujet de coopération internationale ou bien est-il devenu un instrument géopolitique comme les autres? Ça, ça fonctionne, c'est bon. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci à Jem et à l'Iris pour cette invitation. Alors, le sujet du climat est vraiment d'actualité, puisqu'effectivement, la COP30 vient juste de se terminer. Puis on a vu hier, on a présenté un peu Trump comme un agent de l'histoire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit tant que ça un agent d'histoire sur le sujet climatique, où il y avait des évolutions profondes qui ont eu lieu ces 10 dernières années. Et on peut dire que Trump est plutôt un hyper-accélérateur plutôt qu'un agent. Euh, Si on essaie de résumer un peu l'approche de ce bien global qu'est le climat au cours des 10 dernières années, pour simplifier un peu, depuis l'accord de Paris, il reposait un peu sur trois piliers. La science, avec le GIEC, qui donnait une espèce de vérité à suivre, mais et une référence d'une très grande valeur, mais un peu en surplomb de l'action politique et des politiques publiques ou privées à mettre en œuvre pour la transition. On avait la diplomatie avec le système de la CNUC, donc de l'ONU, le système onusien, très multilatéral, mais sous un régime qui restait relativement unipolaire, sous l'impulsion quand même des États-Unis. C'est ce qui avait permis à l'époque la signature de l'accord de Paris. Et puis, du côté de l'économie, c'était une approche qui nous parlait de développement durable, de découplage croissance-matière, et puis finalement une vision un petit peu immatérielle de l'économie qui se souciait pas trop forcément des contraintes, des goulets d'étranglement qui pourraient survenir au moment de la transition. Donc science, diplomatie, économie, ces trois piliers sont tous remis en cause assez profondément dès lors qu'en fait on commence à rentrer dans le dur de la question de la transition. Alors la science, elle est jetée dans l'arène politique de manière assez violente, évidemment par Trump, mais pas seulement. Et on voit un peu le côté euh, euh, inefficace ou vindicatif des grands appels signés par des milliers de scientifiques à l'action. Toute la réalité est là, il n'y a plus qu'à le faire. Eh bien, tout le problème, c'est justement entre cette réalité scientifique et la complexité de l'action publique. Et les scientifiques doivent s'intéresser à cette difficulté concrète, à cette économie politique de la transition. Euh, alors, il y a des tendances dans ce sens-là, avec, par exemple, en France, la création des COP régionales, qui sont des exercices beaucoup plus ancrés dans le terrain pour essayer de comprendre ce que veut dire une transition à l'échelle d'une région, par exemple. Sur la diplomatie, on a vu au cours de la COP 30 à quel point on pouvait se perdre dans des textes dont l'impact transformationnel, in fine, est très éloigné de toute réalité. Tandis qu'en parallèle émerge depuis quelques années de plus en plus une véritable géopolitique du climat et de l'énergie. Juste pour citer quelques exemples, ouverture de nouvelles routes commerciales liées à la fonte des glaces au nord, des dommages climatiques qui peuvent impacter 30% du budget d'un pays, comme dans le cas des inondations au Pakistan il y a quelques années. La question des minerais critiques qui sera traitée par mon voisin de gauche, mais aussi des technologies vertes dont les coûts ont diminué extrêmement rapidement ces dernières années, essentiellement sous l'impact des investissements massifs de la Chine. Et du coup, la question de quelle est la prochaine économie, quelle est la prochaine vague qui permettra un développement compétitif pour une économie. Est-ce qu'elle sera vraiment sur ces technologies décarbonées? Est-ce que ce sera sur une IA hyper intense en énergie, y compris fossile? Et là, c'est un vrai combat géopolitique un peu qui est en train de se dessiner. Ensuite, sur l'économie est brutalement rematérialisée. Donc, faire abstraction du contenu matière, du contenu énergétique, de toutes ces tendances technologiques n'est plus possible, avec la question aussi de savoir si cette transition peut se faire uniquement en regardant
l'offre, les investissements dans l'énergie bas carbone, ou s'il ne faut pas ouvrir la porte de la sobriété, de la demande, de maîtrise de la demande, sans quoi on risque juste d'accumuler des couches énergétiques, d'avoir plutôt des additions qu'une transition. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'a apporté la COP? Évidemment, on a vu des messages plutôt décevants. En plus, il y a eu même des incendies pendant les négociations elles-mêmes. Mais en réalité, on peut la voir comme une espèce de recalibration, de réajustement des attentes d'un processus onusien qui, par essence, ne peut qu'être insuffisant et doit être complété par d'autres dynamiques. La COP 30, le Brésil essaie de l'annoncer comme une COP de la mise en œuvre. Bon, c'est pas encore très certain qu'il en émane de véritables dynamiques de mise en œuvre qui, elles, commencent à avoir lieu ailleurs, justement portées par la Chine, portées par les questions de politique industrielle verte, donc dans d'autres enceintes. En revanche, il y a un certain nombre de processus qui peuvent être intéressants. Par exemple, climat et commerce l'articulation climat-commerce devient une question de plus en plus prégnante. Et c'est peut-être une voie de survie pour l'OMC d'essayer de se redéfinir une justification à travers l'intégration complète des questions climatiques dans le commerce. La question des politiques industrielles, qui était un mot tabou encore il y a 5 ans, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, est maintenant complètement mentionné absolument par tout le monde. Évidemment, c'est le modèle chinois qui est dans toutes les têtes. Mais comment créer des politiques industrielles vertes qui, finalement, n'empêchent pas les grands émergents eux-mêmes d'accéder à ces technologies, de se développer, sans quoi, à nouveau la géopolitique entre en compte, ces grands émergents refuseront aussi la transition. Et enfin, le troisième axe, c'est l'axe de la finance. On a différentes coalitions qui se sont constituées ces dernières années. Coalition des banques centrales avec le NGFS, coalition des ministres des Finances, coalition des banques publiques de développement, qui portent un agenda de transformation de la finance sur les questions climatiques. Et ça, c'est un processus qui n'est pas dans le processus onusien, c'est un processus, on va dire, sectoriel, au propre secteur financier, et qui peut potentiellement être prometteur de plus grandes transformations. Dernier point, en conclusion, on est dans une période que je qualifie de mi-transition, c'est-à-dire qu'on a des indices d'une dynamique de transition. Il y a le secteur renouvelable qui, effectivement, se développe, commence à pénétrer les économies, mais on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé quand on dessinait des trajectoires de transformation net zéro à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'on entre dans une période de turbulence juste aussi du point de vue de la transition elle-même. Développer un système renouvelable, ça implique de transformer complètement le réseau. Ça implique de nombreuses instabilités. Ça implique aussi une recomposition des forces politiques qui vont réagir par rapport à ces transformations-là et qui vont pouvoir créer plutôt des dynamiques de retour en arrière. Donc, il faut s'intéresser à ces instabilités de cette période de mi-transition pour éviter d'être enfermé dans une sorte de mi-transition infinie qui n'aboutit jamais, en fait, sans arrêt remise en cause par des forces de rappel. Voilà, je m'arrête là. Merci à nouveau. Merci Étienne. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la dimension donc, géopolitique du climat. Donc, on voit que ce durcissement de rapport de force n'est pas isolé. Et donc là, maintenant, si on regarde sous nos pieds, dans le sous-sol, on retrouve des tensions aussi fortes. Donc, Emmanuel H, dans ton domaine, cette fragmentation, elle se lie aussi très concrètement dans la course aux minerais critiques, dans la rivalité entre ce que tu appelles les pétro-États et les électro-États. Peut-on encore parler de gouvernance internationale des ressources ou assiste-t-on à une véritable arsenalisation du sous-sol? Merci beaucoup, Karine. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation sur cette table ronde. Alors effectivement, le sujet des ressources minérales, notamment ce qu'on appelle les métaux critiques ou les métaux stratégiques, aujourd'hui, elle est véritablement fondamentale. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. On est dans ce que j'appelle la transition de la transition. C'est-à-dire que notamment,
sur la question des matériaux critiques, on parle beaucoup de recyclage. Or, aujourd'hui, en fait, le recyclage, qui pourrait être une vertu, notamment pour les principaux pays consommateurs, n'en est qu'à ses débuts, tout simplement parce que vous avez un problème de gisement et vous avez un problème aussi technologique pour j'allais dire, pour permettre notamment une certaine autonomie stratégique. Alors, ce qu'il faut rajouter sur les matériaux critiques et ce qui est, à mon sens, véritablement fondamental, c'est effectivement, on a une guerre de narratifs aujourd'hui entre ce que l'on pourrait appeler des pétro-États et des électro-États. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette approche, elle est très binaire, elle est très séduisante, alors que on est plutôt sur un continuum entre des États qui sont, j'allais dire, des purs fossiles, à des États qui veulent véritablement rentrer dans une ère de décarbonation profonde. Mais si on reste sur pétro-État et électro-État, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux leviers géopolitiques et deux narratifs qui sont différents. Le pétro-État, c'est celui qui va utiliser le pétrole, le gaz, les énergies fossiles comme levier géopolitique, avec des infrastructures clés que sont les pipelines, les gazoducs et les raffineries, avec des moyens de pression que sont notamment la gestion de la production, les prix, et avec des processus de cartélisation, avec une gouvernance, j'allais dire, des marchés pétroliers depuis 1960, avec l'OPEP. En face, vous allez avoir ce qu'on appelle des électro-États. Pour tout vous dire, il n'y a pas aujourd'hui un seul électro-État. Il y a des États qui tendent vers une décarbonation, mais aujourd'hui, véritablement, il n'y a pas un acteur. Celui qui apparaît le plus proche en fait de cette notion d'électro-État, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que si vous reprenez ma décomposition, les infrastructures clés pour un électro-État, c'est quoi? C'est le réseau. Ce sont ce qu'on appelle les gigafactories pour produire des batteries. Si vous regardez quels sont les moyens de pression ou les leviers géopolitiques que l'on a notamment sur les matériaux critiques, là, ça va être la chaîne de valeur des matériaux critiques, c'est-à-dire de la mine jusqu'à la transformation des minerais, jusqu'à l'intégration dans un produit qu'on appelle une batterie, par exemple, jusqu'à ce produit fini qu'on appelle un véhicule électrique. Et aujourd'hui, dominer cette chaîne de valeur des matériaux jusqu'aux technologies bas carbone, il n'y a qu'un seul État qui est en mesure de le faire véritablement, c'est la Chine. Alors vous me direz, mais si on est dans un monde aussi binaire entre des pétro-États et des électro-États, pourquoi les matériaux critiques sont-ils si importants, notamment pour les pétro-États? Ben, dites-vous bien que même ces pétro-États ont aussi des politiques de décarbonation, hein. On met souvent les États-Unis comme pétro-État. Or, les États-Unis, c'est quand même le deuxième investisseur mondial dans les technologies bas carbone aujourd'hui. C'est quasiment, c'est une quinzaine de pourcents en fait des investissements. La Chine est largement devant avec 40% des investissements. Alors pourquoi ils sont aussi si attentifs à cette question des matériaux critiques? Ben, c'est notamment pour le secteur de la défense. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de matériaux critiques, généralement, on l'associe à technologie bas carbone et technologie du digital. Mais il y a un troisième secteur qui est fondamental et qui est totalement lié à ce que vous entendez depuis hier, c'est-à-dire que c'est cette fragmentation géopolitique et géoéconomique qui fait que le secteur de la défense est un grand consommateur d'équipements industriels qui contiennent des métaux critiques. Si vous prenez tout simplement l'exemple des terres rares, dans chaque avion, vous allez avoir un radar qui contient des terres rares. Dans chaque moteur, vous allez avoir des aimants permanents qui contiennent des terres rares. Donc ça veut dire que véritablement, le nœud aujourd'hui des matériaux critiques, c'est aussi bien les technologies bas carbone que le digital, que le secteur de la défense qui a véritablement besoin de ces matériaux critiques. Alors quand on regarde un tout petit peu quelles sont les politiques développées, tu parles d'arsenalisation, oui, aujourd'hui, on a différents vecteurs, j'allais dire différents facteurs qui permettent de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des restrictions. Il n'y a pas une journée sans qu'on vous parle des restrictions de la Chine vers d'autres pays en matière de matériaux critiques. Mais ce n'est qu'un moyen de le faire. Les restrictions, elles existent depuis une vingtaine d'années, et j'ai presque envie de vous dire depuis les années 1960, quand on a essayé d'organiser les marchés de matières premières. Vous avez aussi des mouvements très très profonds de nationalisme des ressources qui existent depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on regarde les concessions, on regarde qui les tient. Vous avez aussi un mouvement très profond aujourd'hui qui permet de contourner les sanctions internationales, ça s'appelle le retour du troc. Si vous regardez notamment les rapports sino-russes aujourd'hui, ce sont des rapports économiques, mais ce sont des rapports notamment qui sont basés sur
du troc de gaz contre des produits manufacturés, voire des produits militaires. Et dernier facteur aussi qui permet d'observer cette arsenalisation, eh ben, c'est ce qu'on appelle les marchés de matières premières. Pour ceux qui étudient les marchés de matières premières depuis très longtemps, le London Metal Exchange, le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire les grands marchés financiers, étaient les places fortes de fixation des prix. Aujourd'hui, le prix des matières premières, notamment critiques, se fait à Guangzhou, à Dalian, à Shanghai. Donc vous avez véritablement aussi cette capacité de la Chine, qui, j'ouvre une parenthèse, en profite aussi pour faire des contrats en yuan et donc à yuaniser une partie de ces échanges avec, son environnement proche. Ça permet aussi de dédollariser progressivement ces marchés de matières premières. Donc vous avez un double dividende aussi avec cette question notamment des marchés financiers. Et pour répondre, de manière globale, la question de la gouvernance des matières premières, c'est quelque chose qui est, qui est véritablement pensé depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à véritablement s'interroger. On a quand même créé la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et développement, avec notamment un volet matières premières pour essayer de stabiliser les prix. On a vu dans les années 60-70 que ça ne marchait pas. On a vu l'époque des cartels. Et potentiellement, aujourd'hui, se pose la question d'une agence internationale des métaux et des minerais. L'Agence internationale de l'énergie essaye de proposer une gouvernance, mais potentiellement, étant donné les rapports de force aujourd'hui entre producteurs et consommateurs, cette tâche est extrêmement difficile. Passionnant, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de changer totalement d'altitude et de partir loin et au-delà, dans l'espace. Monsieur Steininger, là aussi, les logiques de coopération d'hier laissent place à des logiques de rivalité et de puissance. Peut-on parler encore une fois d'arsenalisation? Et qu'est-ce que cela change pour la gouvernance du spatial qui reste très peu encadrée encore aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, sur le fond, l'élargissement au domaine spatial des tensions géostratégiques qu'on observe à la surface de la Terre n'est pas véritablement nouveau. Dès le début de la conquête spatiale, la compétition américano-soviétique s'est déclinée en réalité en orbite et finalement, en pleine guerre froide, le premier pas de l'homme sur la Lune ne relève pas d'une autre logique. Alors aujourd'hui, c'est la compétition à laquelle se livrent Washington et Pékin qui trouvent des prolongements dans l'espace. On atteste par exemple la décision américaine d'avancer le calendrier de son programme d'exploration lunaire Artemis en réaction à une annonce faite par la Chine en 2019 d'une mission lunaire en 2030. Tout simplement parce que pour les Américains, il est inenvisageable, inacceptable de voir les Chinois arriver les premiers sur la Lune et prendre de ce fait une sorte d'ascendant stratégique sur eux. Alors, il y a, au-delà de ce programme Artemis, aussi des grands programmes militaires aux États-Unis qui sont justifiés par la posture stratégique chinoise. C'est par exemple le programme Golden Dome, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un programme de protection du ciel américain contre des attaques de tout type. Ce programme Golden Dome, comme le programme Artemis, sont des programmes qui mobilisent beaucoup de crédits, qui également mobilisent le tissu industriel bien au-delà des États-Unis et de la Chine. Donc si ce prolongement des compétitions stratégiques à laquelle se livrent un certain nombre d'acteurs sur Terre dans l'espace n'est pas nouveau, de mon point de vue, il y a depuis une dizaine d'années 2 facteurs qui aggravent la situation, en fait, des facteurs qui produisent, alors au-delà de leurs vertus qui sont incontestables, qui produisent des effets déstabilisateurs sur le plan stratégique. Le premier de ces facteurs, c'est l'accélération des progrès dans le domaine de la technologie spatiale. Et le second facteur, c'est une forme de privatisation des opérations spatiales. Alors, le premier facteur, effectivement, les progrès de la technologie spatiale ont fait passer les systèmes spatiaux du rang de systèmes à l'importance stratégique toute relative
un statut bien différent aujourd'hui, qui est celui de système d'importance vitale pour le fonctionnement, pour la sécurité, pour la défense de nos sociétés. Les infrastructures spatiales aujourd'hui sont devenues des centres de gravité au sens clausewitzien du terme de nos sociétés, c'est-à-dire des lieux de convergence de toutes les puissances. Et on s'en rend très bien compte si on se livre à un petit effort de mémoire. Souvenons-nous, par exemple, qu'en 1962, les Américains ont fait détonner en orbite basse une arme thermonucléaire qui a neutralisé un tiers des satellites qui étaient en orbite à cette époque. Aujourd'hui, une telle expérimentation est tout simplement impensable compte tenu des effets qu'elle aurait sur des satellites qui sont devenus très présents dans notre quotidien et dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc les infrastructures spatiales sont devenues des objectifs de choix pour un potentiel agresseur. Or, et c'est le second effet déstabilisateur des progrès de la technologie, aujourd'hui, il est possible de produire dans et vers l'espace des effets militaires maîtrisés. Et de fait, aujourd'hui, on observe des cyberattaques, des opérations d'espionnage, des destructions de satellites au moyen de missiles intercepteurs tirés depuis le sol, des manœuvres agressives de satellites vis-à-vis d'autres satellites, des démonstrations capacitaires, et ça c'est le fait de la Chine, dont on ne peut pas nier la dimension offensive. Bref, tout ceci a conduit l'Alliance Atlantique en 2019 à reconnaître le domaine spatial comme un domaine opérationnel militaire à part entière, comme le domaine terrestre, le domaine maritime, le domaine aérien ou le cyberespace. Et pour reprendre les termes du président de la République il y a 2 semaines à Toulouse, lorsqu'il a présenté la stratégie spatiale nationale, aujourd'hui, l'espace n'est plus un sanctuaire, il est un champ de bataille. Ce sont des mots forts, mais ce sont les mots qui ont été prononcés et je crois qu'ils sont justes. Et au-delà de cette perspective militaire, il y a aussi un fait nouveau qu'il faut prendre en considération, c'est la mise sous tension de ce qu'on appelle la ressource spectro-orbitale, c'est-à-dire les places disponibles en orbite et les fréquences nécessaires au fonctionnement des satellites. Et avec les progrès de la technologie, on assiste aujourd'hui au déploiement de ce qu'on appelle des méga-constellations, c'est-à-dire des ensembles cohérents de satellites par centaines, par milliers, voire par dizaines de milliers. Et ces méga-constellations aujourd'hui se déploient. C'est le fait des États-Unis, c'est le fait de la Chine principalement. Et évidemment, mettre sous tension cette ressource spectro-orbitale qui est comptée, en particulier en orbite basse. Et on assiste de fait aussi à des politiques de fait accomplies pour se saisir de cette ressource qui est donc aujourd'hui sous tension. Le deuxième facteur déstabilisateur sur le plan stratégique, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la privatisation des opérations spatiales. Celle-ci était, il y a encore peu, le fait exclusif des États qui conduisaient ces opérations dans une logique qui était scientifique ou stratégique, les deux d'ailleurs se mêlant parfois. Depuis une quinzaine d'années, il y a des acteurs privés qui sont arrivés dans l'écosystème spatial et qui conduisent leur action avec une logique qui ne procède que d'intérêts commerciaux. Et donc, si je devais emprunter une image à la physique, je dirais que l'entropie de l'écosystème spatial s'en trouve augmentée. Il est le siège de concurrence d'intérêts de plus en plus multiples et ces évolutions sont moins prévisibles qu'avant et il est moins contrôlable qu'avant. Et cette arrivée d'acteurs privés animés par une logique commerciale dans le domaine spatial pose aussi parfois question parce que certains d'entre eux sont en position dominante. On se souvient par exemple d'Elon Musk en 2023 qui a pris la décision unilatérale de suspendre les services de sa collection de connectivité Starlink en Ukraine. Donc ceci pose question. Voilà, et j'en termine par une petite touche finale sur ce tableau qui n'est pas très réjouissant, en indiquant que toutes ces évolutions se combinent alors même que nous disposons d'un corpus de droit spatial international qui est extrêmement faible aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux des opérations spatiales futures. Et cette faiblesse laisse la place à des initiatives dans le champ législatif, réglementaire, normatif,
des initiatives qui sont prises par certains États dans une logique d'intérêt national qui nous éloigne évidemment beaucoup de la perspective universaliste du domaine spatial que l'on a eu, en tout cas au départ. C'est par exemple le cas des États-Unis en 2015 qui ont pris une loi pour autoriser l'extraction des ressources naturelles qu'on pourrait trouver dans l'espace et qui autorise également d'en faire commerce, voie qui a été suivie en 2017 par le Luxembourg, en 2019 par les Émirats arabes unis par exemple. Voilà, donc j'en termine en concluant en effet en disant que tout cela ne dessine pas une perspective très apaisée des opérations spatiales futures. Merci, merci beaucoup Philippe. Je vous propose de continuer notre voyage. Alors apparemment, il y a beaucoup de turbulences. De revenir donc sur Terre ou plutôt sur mer, concernant la gouvernance donc partagée des océans, des mers. Des tensions ressurgissent là aussi, Julien. Données, routes maritimes, décarbonation du transport. Est-ce que la mer devient, comme l'espace, un nouveau terrain de compétition stratégique? Merci beaucoup pour cette question. Donc, il est encore tôt un samedi matin, mais je vais vous emmener en voyage avec moi. Et je vais également vous expliquer pourquoi les océans ne sont pas des espaces périphériques de la géopolitique. Alors, peut-être pour faire le lien avec les 3 domaines qui ont été présentés jusque-là, il faut savoir que l'océan a un rôle clé dans la régulation du climat. 90% de la chaleur excédentaire que l'on a ajoutée à l'atmosphère par nos activités a été absorbée par l'océan. Donc quand on parle de plus 1 degré, plus 2 degrés, il faut savoir que ce chiffre-là, il représente la chaleur de l'atmosphère. Mais 90% de la chaleur que l'on a stockée sur la Terre en plus par rapport à ce qui, en fait, à la situation pré-industrielle, a été stockée dans les océans. Donc, pour les gens qui discutent de climat, discuter d'océan, c'est crucial. Ensuite, pour ce qui est des minerais, on va sans doute en parler plus tard avec Emmanuel, mais il y a énormément de discussions à l'heure actuelle sur le fait d'aller miner dans les fonds marins, et c'est parfois considéré comme la prochaine frontière. Et enfin, pour l'espace, on partage entre les océans et l'espace ce point commun qui est que la vie humaine n'est pas faite pour y être. Et donc, on fait face à des conditions qui sont très difficiles. Il faut que ce soit de l'innovation qui nous permet d'aller plus loin à chaque fois. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont partagées entre les océans et l'espace, puisque grâce aux satellites, on peut naviguer bien plus facilement. Donc, il y a énormément d'activités qui ont lieu sur la mer, qui se reposent sur les satellites, et vice-versa. Et par exemple, l'ancien chef d'état-major de la marine disait qu'il ne fallait pas penser la mer de manière horizontale, puisque nous, humains, on pense la mer de manière horizontale, on voit une surface. Il fallait penser la mer de manière verticale, des fonds marins jusqu'en haut de l'atmosphère. Maintenant que je vous ai un tout petit peu décrit pourquoi finalement les océans ne sont pas un espace périphérique, peut-être aussi vous proposer un voyage dans le temps. Tu parlais, Karine, du fait qu'on ait une forme de compétition exacerbée sur le milieu maritime. En réalité, cette compétition, elle est là depuis un certain temps. À partir du moment où on a su naviguer et on a compris que les mers étaient un lieu où on pouvait échanger facilement, on s'est posé la question du statut des océans. Les Romains appelaient la Méditerranée Mare Nostrum. Ce n'est pas un hasard. Ils considéraient que la Méditerranée était un espace de souveraineté. C'était une extension de leur empire. Ensuite, il y a eu énormément de discussions entre le 15e et le 16e siècle, dont je vous passerai les détails, pour savoir si on peut s'approprier les mers ou si c'est un espace de liberté de navigation. Évidemment, dans les deux cas, la discussion ne portait pas sur, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut s'approprier les mers ou pas. La discussion portait sur, est-ce que moi, État, je peux contrôler toute une partie de l'océan et empêcher les autres d'y aller, ou est-ce que moi, État, j'ai intérêt à ce que la navigation soit totalement libre pour pouvoir échanger sans avoir à en référer à d'autres États. Et il y a notamment eu une discussion autour de mare liberum, donc qui est le fait de pouvoir naviguer librement, et l'appropriation des mers. Et enfin, peut-être pour vous donner l'exemple d'une appropriation pure et dure, d'un point de vue juridique,
il y a un traité qui a été signé en 1494, et après j'arrête avec l'histoire. En 1994, l'Espagne et le Portugal signent un traité qui évidemment n'est pas formellement accepté par d'autres États pour couper la planète en deux. Donc l'Espagne, le Portugal, premièrement, ça va être plus simple. Le Portugal souhaite avoir tout l'espace, on va dire 3/4 de l'Atlantique, avec un petit bout, la petite pointe du Brésil, jusqu'à la façade pacifique. Donc il s'octroie quand même un bon bout de la Terre. Et puis l'Espagne aurait tout le reste, donc ils peuvent envoyer des bateaux et avoir des comptoirs au-delà de ces espaces-là, donc dans le Pacifique et sur toute la côte pacifique de l'Amérique. Donc déjà à l'époque, en fait, on pense les espaces par l'océan et on divise le monde par la mer. Aujourd'hui, c'est encore plus le cas, notamment parce que la mondialisation s'est accélérée. 80% du commerce maritime passe par la mer, à peu près 80%, voire plus, des produits que vous avez chez vous et des vêtements que vous portez sur vous sont passés par des conteneurs. Ça s'est beaucoup accéléré à partir de 1970, quand on a inventé le conteneur. Avant ça, il fallait faire rentrer des produits avec des formes très différentes dans des bateaux. Et puis à partir du moment où on a standardisé, la mondialisation s'est considérablement accélérée. Et puis l'océan, c'est aussi le point névralgique du transport de données, puisque 99% des données de télécommunication passent par les câbles sous-marins. Donc on pense souvent que parce que la Wi-Fi passe par des ondes dans l'air, l'ensemble des télécommunications passe par les satellites, mais en réalité pas du tout. 99% c'est par la mer. Et ça date pas d'hier, puisque le premier fil de télégraphe a été posé au 19e siècle. Donc depuis le 19e siècle, on communique entre continents par la mer. Aujourd'hui, les États se rendent très bien compte de cet enjeu stratégique que sont les océans. La Chine a investi l'océan depuis les années 80, à la fois en développant sa façade maritime. Aujourd'hui, les façades asiatiques sont les façades qui accueillent les plus grands ports. Il y a un seul port qui est en dehors de la façade asiatique dans les 10 plus grands ports mondiaux, c'est aux États-Unis. En Europe, on est loin derrière, malheureusement. La Chine a aussi complètement rétabli l'océan comme un enjeu stratégique en construisant toute une stratégie. Donc, Mourad Chabi en parlait hier, les 3 lignes finalement d'îles que la Chine perçoit comme un enclavement, et puis toute une stratégie autour de la mer de Chine méridionale. Pour la Chine, maîtriser le commerce, c'est maîtriser le monde, pour faire la paraphrase d'un vieil adage. Et donc, pour maîtriser le monde, il faut maîtriser les lignes de communication et les mers par lesquelles les lignes de communication passent. Et ça passe notamment par un réarmement naval. Donc, vous avez sans doute entendu parler de la montée en puissance de la Chine, à la fois sur la terre, mais aussi sur la mer. Et dans l'autre sens, les Américains, qui aujourd'hui restent la première marine du monde, se rendent compte, et notamment par l'administration Trump, de l'importance du commerce. C'est assez paradoxal parce qu'on pourrait croire que les Américains ont conscience de l'importance du commerce maritime depuis le début, mais en fait, ça a été un peu effacé au profit du doux commerce international. Et Donald Trump, on peut citer trois politiques ou 3 essais de politique internationale de Donald Trump qui concernent la mer. Le premier, c'est le canal de Panama. Donc vous avez vu que assez tôt après avoir pris la présidence des États-Unis pour son 2e mandat, Donald Trump a essayé d'avoir une forme de mainmise sur le canal du Panama qui permet en fait, c'est un lieu clé pour les États-Unis puisqu'il y a énormément d'échanges de marchandises entre la façade ouest et la façade est des États-Unis qui passe par le canal du Panama. La deuxième chose que Trump a fait, c'est le fait de vouloir réinstaller aux États-Unis des grands chantiers navals pour pouvoir construire les capacités de commerce des États-Unis. Il y a beaucoup de chantiers navals aujourd'hui qui sont en Chine, en Corée et au Japon, et Trump cherche à réinternaliser cette capacité de construction. Et ce n'est pas une blague, il y a un executive order qui date de juin, qui s'appelle Make Shipbuilding Great Again. Voilà.
Donc ça, c'est une politique de Donald Trump. Et puis, la dernière, c'est le fait de considérer que les bateaux sont cruciaux pour l'économie américaine et donc de bloquer les négociations à l'Organisation maritime internationale. Je pourrais en reparler, mais les Américains ont fait preuve d'une forme de truanderie dans la négociation qui a eu lieu en octobre pour bloquer la décarbonation du commerce maritime parce que ça les arrange que le commerce maritime reste un commerce carboné qui s'appuie sur des technologies assez anciennes parce qu'ils n'ont pas encore les capacités technologiques pour se positionner comme étant les grands chantres du commerce maritime international. Merci, merci Julia, et merci d'avoir ajouté une autre dimension à notre voyage, celle du temps. Donc, on a fait un voyage dans le temps aussi. Je vous propose maintenant d'être un peu d'égocentrisme et de se dire finalement, qu'est-ce qu'il reste à l'Union européenne dans ce paysage fragmenté. Donc, Julia, tu vas pouvoir garder le micro. Le traité sur la haute mer, tu m'en as parlé, ou le marché carbone maritime européen. Je pense que c'est une très belle transition avec ce que tu viens de dire, qui est donc entré en vigueur cette année. Sont-ils des progrès réels pour la gouvernance des océans? L'Europe conserve-t-elle un rôle moteur dans la décarbonation du transport maritime ou se fait-elle marginaliser face aux grandes puissances économiques? Alors, je vais continuer sur l'OMI et puis après, je vous parlerai du traité sur la haute mer. J'ai oublié plus court, 5 minutes. Ok, Sinon, très bien. Donc, ce qui s'est passé à l'Organisation maritime internationale, pour faire très rapide, les États avaient discuté notamment avec les acteurs du secteur pour mettre au point une feuille de route pour décarboner le transport maritime. Je ne vous cache pas la difficulté qu'a été d'arriver à l'obtention d'une feuille de route qui a été plus ou moins adoptée de manière tacite en avril et qui devait être adoptée de manière officielle en octobre. L'administration Trump a décidé en mars que cette feuille de route n'aboutirait pas. Et donc, ils ont réussi grâce, je dirais, de manière assez schématique à des menaces d'ordre fiscal, le fait de rétablir certains droits de douane, etc. Quand ça marchait pas, on arrivait à d'autres menaces sur d'autres champs économiques et politiques, voire jusqu'à la menace en fait envers des délégués, donc des négociateurs en particulier, qui étaient menacés à titre individuel. Donc en fait aujourd'hui, il y a quand même une partie des discussions internationales qui ont lieu avec une diplomatie qui est très vacillante parce que l'administration Trump utilise des méthodes qui jusque-là n'étaient pas utilisées. Cette discussion à l'OMI, elle a un peu cassé les espoirs de beaucoup de gens qui travaillent sur l'océan, puisque un peu plus tôt dans l'année, on avait quand même eu une très bonne nouvelle, qui était la ratification par 60 États du traité sur la haute mer, qui permettait son entrée en vigueur. Donc là, pour moi, on observe vraiment un double mouvement. Tout ce qui concerne finalement la souveraineté économique des États fait l'objet de crispations géopolitiques, et par contre, tous les autres domaines, donc là, pour ce qui est du traité sur la haute mer, ça concerne des activités économiques qui sont assez parcellaires. Mais tous les autres domaines sont investis massivement par les États du Sud et notamment les petits États insulaires et les États les moins avancés pour faire avancer le multilatéralisme. Ils cherchent vraiment à maintenir une forme de discussion à l'échelle internationale et notamment sur les espaces ou les domaines dans lesquels ils peuvent, par leur voix, avoir une influence. Et donc ce traité sur la haute mer, c'est un succès. C'est un succès parce que c'est toujours très compliqué d'arriver à des accords internationaux, et d'autant plus sur des espaces sur lesquels on n'a pas encore une activité très forte, mais sur lesquels les États du Nord en particulier et certaines grandes entreprises ont des appétits très forts. Il y a d'autres discussions, notamment sur les fonds marins, mais pour ce qui est de l'Europe, l'Europe a été assez mise en lumière pendant les discussions à l'OMI, donc sur le transport, parce qu'elle a mis en place un marché du carbone sur le transport maritime à l'échelle européenne. Et en fait, ces avancées de l'Union européenne, qui est à la pointe en termes de marché carbone notamment, sont vues par les autres États comme à la fois un moteur de l'innovation, mais également comme un peu une forme de jeu seul dans le monde. Et donc, il y a eu plein de discussions sur quel est véritablement le rôle de l'Union européenne,
Quant à la décarbonation, alors ici du transport maritime, mais de manière plus générale, ces discussions ont aussi eu lieu à la COP. On soupçonne toujours l'Union européenne de vouloir pousser l'innovation, mais sans derrière avoir de schémas qui permettent de soutenir les États les moins avancés dans leur décarbonation. Merci. Philippe, depuis que nous avons échangé pour préparer cette table ronde, j'ai une oreille plus attentive de ce qui se passe en matière d'espace. Et j'ai entendu la semaine dernière ou cette semaine à la radio que mercredi et jeudi dernier, les ministres chargés de l'espace se sont réunis à Brême pour fixer des priorités spatiales et leur niveau de financement jusqu'en 2028. Il s'agit de 22 milliards d'euros. Et j'ai compris que la France serait à la traîne par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie. C'est ce que France Inter m'a raconté. Euh, Pourriez-vous revenir sur les principales discussions? L'Europe dispose de capacités techniques solides, mais manque souvent d'unité politique. Selon vous, risque-t-elle un décrochage stratégique? Bon, peut-être que dans les questions, on abordera cette conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne que vous venez d'évoquer, mais plus généralement, avant de parler des éventuelles lacunes ou déficiences de l'Europe spatiale, je voudrais souligner qu'elle a des atouts, de très beaux atouts. D'abord, une industrie qui est performante, qui lui permet une liberté d'accès à l'espace, qui lui permet de disposer des systèmes stratégiques dont elle a besoin, qui lui permet aussi parfois de s'imposer sur des marchés qui sont très fermés, comme le marché institutionnel américain, grâce à l'excellence de ses produits. C'est un premier point fort. Deuxième atout de l'Europe spatiale, ses infrastructures. On pense évidemment à la base de lancement européenne, le port spatial de l'Europe à Kourou, en Guyane française, qui présente bon nombre d'atouts. Mais il y a aussi en orbite, au-dessus de nos têtes, des infrastructures spatiales qui sont tout à fait remarquables, qui sont européennes. Je pense à Galileo, on le sait peu, mais c'est le système de géolocalisation par satellite le plus performant au monde. C'est celui que vous utilisez tous les jours dans vos téléphones portables. Ce n'est pas le GPS, c'est Galileo. C'est aussi la constellation d'observation de la Terre Copernicus, qui est le système qui produit le plus de données sur l'état de notre planète. On en a parlé déjà tout à l'heure. Ce sont deux véritables success stories européennes. Et puis, troisième atout de l'Europe spatiale, sa maîtrise des opérations spatiales, y compris les opérations les plus complexes. Cela a été démontré à de multiples reprises dans de multiples domaines. Et le temps presse trop pour aborder en détail cette question. Mais c'est une réalité. Alors, le fait est qu'à côté de ces atouts, il y a quand même des facteurs qui inquiètent. Le premier d'entre eux, qui souligne la faiblesse européenne, c'est un sous-financement du secteur spatial européen et qui fait souffrir les acteurs industriels. Il y a un écart d'environ 1 à 6 entre le budget spatial européen et le budget spatial américain, globalement. Si on compare la part de PIB consacrée au spatial, en Europe, c'est 0,06% du PIB consacré au spatial. C'est 4 fois plus aux États-Unis. Donc c'est un sous-financement qui fragilise l'Europe spatiale. Et je dirais qu'il y a à côté de ce sous-financement deux facteurs aggravants. Le premier, c'est que nous avons un marché européen qui est extrêmement perméable à la concurrence. Le marché européen représente le premier débouché pour les satellitiers américains. Et puis deuxième facteur aggravant, c'est la faiblesse du marché institutionnel européen. Sur la période 2023-2032, seulement 10% des satellites institutionnels qui seront lancés seront européens. C'est un problème pour les fabricants de satellites européens. C'est aussi un problème pour les fabricants de fusées européennes, puisque ça ne représente qu'1% de la demande en lancement. Donc c'est très très peu. Alors qu'aux États-Unis, en Chine, les industriels peuvent s'appuyer sur un marché intérieur institutionnel captif extrêmement robuste. Et ça permet d'observer des situations qui sont édifiantes, comme par exemple le fait que l'année dernière, SpaceX, une entreprise américaine que vous connaissez tous, a vu 85% de ses revenus provenir du budget fédéral américain. Donc on est très loin de l'histoire qu'on veut bien nous raconter d'une entreprise privée qui s'impose par elle-même sur un marché concurrentiel extrêmement dur. Donc voilà, ça c'est la première déficience, la première lacune. Il y en a une deuxième. Très rapidement. Deuxième, ce sont nos dépendances à des fournisseurs non européens pour des composants stratégiques. C'est la faiblesse aussi d'un certain nombre de nos capacités et de nos infrastructures. Nous n'avons qu'une base de lancement, je ne citerai que cela.
les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et même l'Inde ont plusieurs bases de lancement. C'est évidemment un problème pour notre résilience. Nous avons encore quelques retards dans certains domaines. Le domaine spatial militaire lui-même, on n'a pas le temps de l'aborder, mais il y a un écart abyssal entre ce que l'on peut observer en Europe et ce que l'on peut observer du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Et je termine en évoquant des forces centrifuges en Europe qui fragilisent le modèle européen de coopération que nous avons toujours connu, avec des pays qui étaient hier des partenaires, qui sont devenus des compétiteurs et qui nous éloignent du modèle de coopération européenne qu'on a toujours connu. Alors oui, pour répondre à votre question, il y a un vrai risque de décrochage de l'Europe spatiale par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, qui appelle les Européens à un effort volontariste. Merci. Emmanuel, l'Europe évoque la souveraineté minérale, mais peine à agir concrètement. Peut-elle encore garantir son indépendance énergétique et industrielle ou doit-elle accepter une dépendance choisie? Étienne en a parlé tout à l'heure, la fameuse sobriété. Est-ce que finalement c'est ce qui nous reste? Est-ce que ça doit devenir une priorité, une véritable doctrine géopolitique européenne? Merci beaucoup pour les questions, parce que alors, résumé de ma première intervention, nous avons une guerre froide métallique. Les métaux critiques sont un outil de dissuasion. On l'a vu autour notamment d'octobre 2025. Que fait l'Europe? L'Europe a sûrement le plan le plus pensé en matière d'autonomie stratégique. Les matières premières critiques sont pensées depuis 2011 avec des listes de matériaux critiques, repensées tous les 3 ans, avec notamment un point clé, 2023, le règlement européen sur les matériaux critiques, dimension de production sur le sol national, 10% de la demande doit être réalisée sur le sol européen, 40% de la transformation sur le sol européen, 25% du recyclage doit servir à alimenter la demande et ne pas dépendre à plus de 65% d'un producteur étranger pour son approvisionnement. Les règles sont claires, il y a des objectifs, il y a même des projets d'intérêt économique. Il y en a 47 qui ont été publiés. Donc, on pourrait dire que la matrice de réflexion, elle est là. Après, le problème, c'est que sur la question des matériaux critiques, travaillant dessus depuis très longtemps, je suis passé de j'y crois, pardon, j'y pense, j'y crois, je désespère. Pourquoi? Parce que tout simplement, la question de l'autonomie stratégique européenne sur les questions minières ne peut pas se faire avec des moyens qui sont faibles. Pourquoi? Pour faire de la mine, il vous faut des compétences, de l'énergie, des investissements. Nous avons des compétences, les prix de l'énergie ne sont pas assez bas en Europe pour permettre notamment de relocaliser de la transformation métallique sur le territoire ou à des coûts qui seraient beaucoup plus importants. Et en matière d'investissement, sachez que même si les métaux critiques sont véritablement fondamentaux pour le digital, le bas carbone, la défense, ces investissements-là ne font pas partie de la taxonomie des instruments verts au niveau européen. C'est-à-dire que la prise de risque pour investir dans la mine en Europe ou dans la transformation ne fait pas partie des investissements prioritaires. Donc il y a une incohérence au niveau de la politique européenne entre l'investissement et le secteur. Donc ça pose véritablement une problématique, j'allais dire, de financement. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on veut faire de la mine en Europe, bien évidemment, il faut faire de la transformation. Imaginez un modèle dans lequel l'Europe ferait de la mine et irait faire raffiner ses minerais en Chine. Quel est l'intérêt en matière d'autonomie stratégique? Zéro. Donc c'est soit on investit toute la filière, soit, eh bien, j'arrive à ta deuxième question, soit on se pose la question de notre modèle. Et quand je parle de la question du modèle, c'est tout simplement pourquoi ne pas penser la sobriété comme un objet de puissance. On a le hard power, on a le soft power, on pourrait avoir l'ecological power, qui serait tout simplement d'intégrer dans le modèle européen ces questions de sobriété, c'est-à-dire, et je finis là-dessus, comme ça je pense qu'il y aura peut-être des questions, on essaye tout simplement de porter un message, nous allons faire puissance sobre. Merci. Étienne, même question relative au climat.
dans le contexte de rivalité Chine-États-Unis, est-ce que l'Europe peut être cette puissance d'équilibre ou bien doit-elle inventer une nouvelle diplomatie climatique? Alors, l'Europe était justement dans un équilibre assez difficile à la COP30, puisque les États-Unis étant absents, elle devenait un peu le point focal des revendications des pays du Sud en termes de finances, en termes de justice climatique. Et puis, la Chine continuait de jouer son rôle de émergent, faisant partie de ce G77, ce groupe des pays en développement, tout en sachant pertinemment qu'elle domine absolument tous les secteurs en réalité technologiques, des technologies vertes. Donc, une situation assez difficile pour l'Europe dans ces négociations, et une situation aussi sans doute assez difficile à l'intérieur de l'Europe dans l'approche des politiques européennes, qui étaient essentiellement basées historiquement sur le marché carbone, et puis les normes, euh, et, et du coup avec un certain retard sur des points importants comme politique industrielle et technologique. Alors même s'il y a un rattrapage effectivement ces dernières années avec le Net Zero Industrial Act, la Critical Mineral Act aussi, mais qui sont à la traîne par rapport évidemment à la Chine. Une certaine naïveté aussi, on va dire un peu sur l'aspect international du rôle de l'Europe. Le mécanisme d'ajustement aux frontières et d'ajustement carbone aux frontières, donc qui taxerait les importations sur un certain nombre de secteurs très intenses en émissions pour protéger les industries européennes par rapport à une concurrence déloyale des pays du reste du monde. C'est à la fois bien dans un sens où ça rétablit une certaine égalité de jeu dans le jeu économique, mais d'abord, c'est toujours pas vraiment mis en place, et ensuite, c'est très mal perçu par des grands émergents, dont la Chine, etc., ce qui ne facilite pas ensuite les coalitions lors des négociations climatiques. Autre naïveté sur la finance, où ça a été mentionné, la Chine saisit toutes les opportunités de yuanisation des échanges de ressources. Les États-Unis aussi sont en train de mettre en place une espèce de nouveau système international du dollar très intéressant avec le Genius Act qui a été voté cet été, euh, qui n'a pas de rapport avec la transition, mais qui impose finalement un nouvel usage du dollar qui forcément a des implications sur les moyens financiers de la transition. Quelle est la stratégie globale européenne de l'euro international qui pourrait être aussi liée à un narratif sur la transition? On ne le voit pas pour l'instant. Puis enfin, une relative absence de boussole géostratégique par rapport à l'idée que l'Union européenne pourrait être un modèle sur les questions environnementales, dans le sens où on sent bien qu'il faut aller vers la Chine, faire un pas vers la Chine, sans quoi aucune forme de crédibilité ne serait possible dans la transition globale, mais c'est accompagné de beaucoup de réticences sur tous les autres domaines vis-à-vis de la Chine en même temps. Donc il y a une espèce de pas de deux qui est incertain sur cette orientation géostratégique de l'Europe sur les questions climatiques. Dernier point, j'étais à un forum Bloomberg New Energy Finance la semaine dernière à Paris, La classe. qui donne dernières tendances un peu sur les secteurs renouvelables. C'était assez paradoxal de voir que euh, l'Union européenne, dans leurs indicateurs un peu de progrès sur ces secteurs-là, est en recul. Les États-Unis, évidemment, sont en énorme recul. Et puis on voit la Chine et les émergents, donc Brésil, Indonésie, Inde, Mexique, qui sont en progrès. Donc on a une espèce de recomposition où ce sont ces blocs-là qui sont maintenant porteurs d'une dynamique, de la dynamique de transformation écologique globale. Merci à tous les quatre pour ces échanges très riches, hein, parfois inquiétants. D'ailleurs, j'espère que vous ne serez pas encore plus déprimés après cette table ronde, mais toujours très, très éclairants. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que derrière la diversité des domaines, climat, minerais, océan, espace, se joue toujours la même histoire, celle d'un monde où les biens communs sont devenus des biens de pouvoir. Mais nous avons aussi entendu un message important, la fragmentation n'est pas une fatalité, pardon. Il existe des signaux faibles, parfois des signaux forts d'une volonté d'une action collective.
Alors oui, l'époque n'est plus celle d'une mondialisation joyeuse. Oui, les rapports de force s'assument davantage, mais comme l'ont montré nos intervenants, la gouvernance mondiale n'est pas encore morte. Elle est en train de se réinventer. Encore merci. Il est le temps de vous laisser la parole, cher public. N'hésitez pas à lever votre main, monsieur. J'imagine qu'on va vous faire passer des micros dans la salle. Et encore merci. Bonjour à tous. J'ai une question qui concerne principalement Julia et Emmanuel, mais peut-être que les autres participants auront aussi un éclairage. L'un des journaux géopolitiques que je lis, le journal de Mickey, nous dit qu'il y a une course vers l'Arctique. Et un des moteurs de cette course, c'est la Chine. Mais quand on regarde géographiquement où se trouve la Chine, il y a deux territoires qui nous permettraient d'accéder à l'Arctique. C'est le bout de la Sibérie, qui est très peu peuplé en proportion de la Chine, et il y a l'Alaska qui est un peu plus peuplé et un peu plus organisé. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir rapidement un conflit pour accéder aux ressources minières, en particulier que l'on dit être au fond de l'océan Arctique, par les puissances en question, les trois grosses puissances que sont les USA pour l'Alaska, la Chine et la Russie. Merci. Merci. Donc, apparemment, les réponses. Julia. Merci pour cette question. Oui, effectivement, il y a une course à l'Arctique pour différentes raisons. Il y a une raison climatique qui est que on peut accéder à certains lieux plus facilement puisque la banquise fond et le permafrost dégèle. Il y a une raison purement militaire qui est que l'Arctique est un lieu clé, notamment pour la dissuasion et le nord de l'Atlantique. Et puis il y a une raison économique. Alors peut-être aussi pour modérer cette vision que l'on a de la course à l'Arctique, d'un point de vue purement de navigation et de transport maritime. Aujourd'hui, il est inintéressant pour la majorité des acteurs du secteur, et notamment des containers, de passer par l'Arctique pour deux raisons. La première, c'est qu'un bateau à conteneurs, c'est comme un bus, en fait. Il s'arrête toutes les 2-3 pays pour charger, décharger, charger, décharger. Et donc, si vous faites passer un porte-conteneur par l'Arctique, il y a assez peu d'endroits où il peut charger, décharger, d'une part, techniquement, et puis il n'y a pas de... Il y a pas de littoraux industriels très peuplés. Donc, ça reste peu intéressant économiquement. Et après, d'un point de vue des risques, c'est pas parce que la banquise fond qu'il y a plus de glace flottante. Et en général, glace flottante et bateau, ça fait pas forcément un bon ménage. Donc, cette idée que on va tous passer par le Grand Nord pour relier l'Europe à la Chine, d'un point de vue du porte-conteneurs, elle est sans doute assez fausse dans les 10-20 prochaines années. Par contre, le fait de transporter du pétrole, du gaz et des minerais, ça reste valable parce que c'est ce qu'on appelle un transport de destination. Vous amenez ce que vous allez chercher dans l'Arctique vers l'Europe ou vers la Chine. Et donc cette course à l'Arctique, pour moi, elle est davantage d'un point de vue stratégique et militaire qu'elle ne l'est d'un point de vue de navigation maritime. Ensuite, cet accès à l'Arctique pour les différentes marines et les différentes armées dans le monde va définir la manière dont on pense les bassins, dont on pense aussi l'accès aux ressources, parce que ça va être lié. Et donc, je vais laisser Emmanuel parler plus je pense, des mines, mais d'un point de vue économique maritime, ça reste encore assez compliqué de convaincre des acteurs du maritime de s'engager dans de la navigation qui coûte cher et qui est peu viable économiquement. Je prends le relais. Je vois que dans votre question, vous n'avez pas évoqué l'Union européenne. Alors, si vous regardez, le Groenland est un territoire. Alors, moi, je vais répondre sur la question, j'allais dire, développement des hydrocarbures versus développement des mines de matériaux critiques. Il y a déjà des gisements d'hydrocarbures qui sont exploités en Arctique. Après, effectivement, il y a des potentiels très importants, que ça soit au Groenland ou dans d'autres régions arctiques. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle de potentiel géologique, c'est-à-dire
Pour passer de la géologie à l'économie, vous allez retrouver exactement les mêmes problématiques que j'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire du financement, des compétences. Et là, vous rajoutez un facteur qui est très, très important. Ça s'appelle parfois 800 mètres de glace avant d'atteindre un potentiel géologique qui est, encore une fois, uniquement un potentiel. Je vous donne juste un chiffre et je vous conseille, dans quelques semaines, il va y avoir un reportage sur le Groenland qui est très très bien, une émission auquel j'ai participé, qui parle justement du développement des matériaux critiques. Si vous prenez le Groenland, vous lisez tout ce qu'il y a en termes de potentiel, il y aurait du cuivre, des terres rares, du zinc, du plomb, de l'or. Aujourd'hui, il y a une mine au Groenland. Une mine. Il y a eu des mines depuis 1850, elles ont pour leur majorité toutes fermé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire que si vous êtes au centre du Groenland, par exemple, vous avez quand même 800 mètres de glace avant d'atteindre un sol. Donc ça vous donne logistiquement quelque chose de très difficile à faire. Lorsque vous regardez, il y a 9 permis d'exploitation aujourd'hui au Groenland. Il y en a 3 qui vont peut-être ouvrir, un sur le molybdène, un sur l'or, un sur des rubis et des saphirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une frontière que l'on souhaite, enfin que certains souhaitent, pardon, parce que je ne la souhaite absolument pas, mais économiquement et techniquement, certaines régions du Groenland, 9 mois sur 12, vous ne pouvez pas atterrir tout simplement. Donc vous n'allez pas développer de la mine. Pourquoi? Parce que pour de la mine, il vous faut des ports, il vous faut des routes, il vous faut des infrastructures qui n'existent absolument pas au Groenland. Et aujourd'hui, encore une fois, la prise de risque, elle est très importante économiquement et on préfère aller développer notamment des mines en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Par contre, c'est une volonté de certains acteurs d'agrandir leur territoire. On peut penser aux États-Unis pour des raisons notamment stratégiques ou pour des questions de routes maritimes qui, comme l'a dit Julien, en fait, sont aussi, quelque part quelque chose de souhaitable. Vous avez parlé du Groenland, mais de l'Islande. L'Islande est un peu plus baignée par le Gulf Stream, c'est un peu plus chaud. Et il me semble me souvenir, à un moment, les Chinois voulaient acheter une partie du port ou un endroit où pouvoir faire un port. Et les Chinois, là, vous mettez leur argent. Oui, mais la Chine, par exemple, je reviens sur le Groenland, la Chine a souhaité investir au Groenland, notamment pour développer l'aéroport international de Nuuk. Elle n'a pas pu le faire tout simplement parce que ses investissements ont été refusés. L'Islande, c'est encore autre chose parce que c'est beaucoup plus un lieu de transit, notamment pour les hydrocarbures. Les États-Unis ont aussi cette vision par rapport à l'Islande, mais d'un point de vue géologique, et j'ai envie de vous dire d'un point de vue des minerais, c'est une autre histoire. Il y avait une question là-haut? Merci. Oui, bonjour, je vous remercie pour vos présentations et je voulais vous remercier encore pour avoir parlé de l'Arctique, parce qu'on organise à Genève, donc le mardi 9 décembre, en fait une conférence, c'est un concept apéro géopolitique, dont le titre est justement les nouveaux enjeux stratégiques de l'Arctique. L'explication sur la dimension ressources qui est peut-être surévaluée sur l'Arctique est très intéressante et je vais la prendre en considération. Alors moi j'avais 3 questions à poser, je vais essayer d'être bref. D'abord, vous avez fait allusion au fait aujourd'hui que les cours des matériaux stratégiques sont globalement décidés en Chine, avec un certain nombre de bourses présentes en Chine. Et je voulais mettre ça en relation avec les BRICS, puisque les BRICS, depuis le sommet de Kazan, donc l'année dernière, ont décidé de la mise en place de ce qu'on appelait le BRICS Grain Exchange, donc une bourse des céréales, donc qui a des implications que vous comprendrez assez facilement, et avec un projet d'extension de cette bourse sur en fait l'ensemble des matières premières. Lorsqu'on sait que l'espace, enfin le forum économique, l'espace économique que représentent les BRICS représente en gros 50% des réserves d'hydrocarbures au monde, 80% d'un certain nombre de matières premières. Quelles seraient les implications géopolitiques à terme? Deuxième question, cette fois-ci, qui est plus liée à la problématique de la militarisation de l'espace auquel vous avez fait allusion. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur quelle est la réalité aujourd'hui du traité de 1967 qui a mis en avant cette notion de bien commun au moment où justement on a cette relance avec le programme américain Artemis ou le programme chinois 2030 qui n'est pas simplement le fait d'accéder à la Lune, il y a tout un programme de base permanente lunaire avec des programmes d'exploitation minière à terme robotisés. Alors je ne sais pas trop
trop comment, en matière technologique, ils préparent ça, mais connaissant les grandes avancées technologiques chinoises, peut ne pas forcément être surpris de ce qui pourrait arriver. Puis enfin, dernière question qui fera peut-être le lien avec la discussion prochaine. Vous avez fait allusion à l'Union européenne en tant que futur leader dans le domaine, entre guillemets, des projections sur la transition économique. J'ai une question assez bête. Est-ce que cette place de leader de la transition est encore pensable ou possible sans la Russie? Parce que la question énergétique, aujourd'hui, elle est évidente. Et puis surtout, on voit que tous les progrès dans les domaines des technologies de rupture en matière de transition, aujourd'hui, elles sont portées par la Chine. Et la Chine est très loin devant. Merci. Merci. Alors, il y a donc 3 questions. Je pense que la première, elle est pour Emmanuel, la deuxième pour Philippe et la troisième, Étienne. Alors, la première, ou peut-être Julia aussi, si tu veux. La première, Emmanuel, sur les cours stratégiques, le cours des minerais stratégiques en Chine. Oui, alors pour vous répondre sur la question des bourses de matières premières, mon propos est de dire qu'il y a une compétition de plus en plus affirmée, notamment des bourses chinoises, hein. On n'est pas encore, il n'y a pas un monopole de la fixation des prix par les bourses chinoises. Attention, c'est qu'il y a une montée en puissance très très forte en fait des bourses. Après, là où vous avez raison, c'est sur la question des BRICS. Moi, généralement, quand je parle des BRICS+, notamment, je dis toujours que c'est un cartel de matières premières. Vous avez 90% des terres rares, des platinoïdes, 60% du nickel avec l'entrée de l'Indonésie dans les BRICS+. Vous avez également, et cette dimension-là, elle est fondamentale, les hydrocarbures qui, bien évidemment, les BRICS+, c'est un mini OPEP, mais vous avez également les matières premières alimentaires. Dans les BRICS+, vous avez entre 35 et 40% du commerce céréalier mondial. Donc, véritablement, la dimension matières premières, elle est évidente. Et je vous conseillerais d'aller voir le site de l'IRIS où il y a une infographie sur les BRICS+, qui a été réalisée et qui reprend justement cette question de la part des BRICS+, dans les marchés de matières premières. Merci. Philippe, concernant l'espace, ce fameux traité de 1967 que j'ignore. Oui, donc votre question, elle renvoie effectivement au traité de 1967 et puis ensuite aux différents programmes d'exploration lunaire que l'on connaît, côté chinois et côté américain. Alors le traité de 67, c'est la pierre angulaire du corpus de droit spatial international dont on dispose. C'est un traité qu'on appelle traité de l'espace. Il a été ratifié par la plupart des pays, donc c'est un traité qui est fort, qui pose en fait 2 grands principes. Un premier principe qui est la notion de non-appropriation de l'espace, c'est-à-dire que l'espace est à tout le monde ou à personne, en tout cas il n'est pas à un pays plus qu'à un autre. Ça vient très tôt dans le traité de 67, c'est l'article 2. Et puis un autre grand principe qui a été posé, c'est l'article 4, c'est celui d'utilisation pacifique de l'espace. Donc, je précise tout de suite qu'utilisation pacifique de l'espace ne veut pas dire que le traité interdit de défendre ses intérêts avec des moyens militaires dans l'espace, mais en revanche, le traité interdit une militarisation de la Lune, des corps célestes et de leurs orbites. Alors ça, c'est un traité donc qui existe, qui s'impose, et qui est presque tout ce dont on dispose, disons, de véritablement sérieux en termes de droits acceptés par la plupart des pays. Il y a eu quelques traités de portée internationale qui ont été pris en complément du traité de 67, mais quand même d'une portée bien moindre. Et au-delà, on n'est pas allé tellement plus loin en raison de l'antagonisme que l'on connaît bien entre d'abord le camp occidental et puis le camp soviétique, et puis plus récemment entre le camp occidental et le camp russe et chinois d'autre part. Donc il y a un blocage au niveau international pour aller plus loin dans ce type de traité. Alors sur l'exploration lunaire, effectivement, il y a des programmes qui sont prévus et on peut s'interroger sur la manière dont ils sont conformes aux dispositions de ce traité de 67. Alors, il y a le programme Artemis, qui est le programme d'exploration lunaire américain, mais qui est un programme en fait de coopération internationale, puisqu'il y a plus de 50 pays maintenant qui ont signé les accords Artemis, et donc qui embarquent d'une certaine manière dans la logique américaine de l'exploration lunaire vue telle qu'elle est pensée dans ces programmes Artemis. Ce programme, il pose effectivement la question de la non-appropriation. Est-ce qu'on est bien conforme à l'idée de non-appropriation des ressources que l'on pourrait trouver sur la Lune en signant le rapport Artemis? Donc là, il y a eu une grande discussion de juristes avec l'idée que
exploitation ne veut pas dire forcément appropriation. Donc, un pays comme la France a décidé qu'elle a tranché et donc elle a signé les rapports Artemis. En revanche, je crois qu'il y a une question qui est plus délicate et qui est devant nous, c'est que la perspective d'implantation durable d'installation sur la surface lunaire est aujourd'hui en train de se concrétiser. Donc il va y avoir des bases probablement chinoises, américaines, lunaires. Et ces bases, pour fonctionner, vont avoir besoin d'énergie. L'énergie solaire ne sera pas une solution viable, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais enfin, la journée lunaire, c'est 24 jours terrestres, et donc il fait nuit longtemps, et donc pas de lumière, pas d'énergie, donc pas de fonctionnement avec des panneaux solaires. Donc il faut avoir recours à l'énergie nucléaire. Donc on va probablement aller vers la mise en place de petits réacteurs nucléaires sur la Lune. Et là, il est permis par le traité de l'espace, lorsqu'on a une implantation de cette nature, d'avoir une zone de sécurité autour de ce réacteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très probablement, on va voir le plus rapidement possible, en tout cas techniquement, ces petits réacteurs s'implanter dans les zones intéressantes de la Lune, donc vers le pôle sud, où on soupçonne qu'il y a des ressources naturelles. Et puis, il y aura ceux qui auront mis les réacteurs nucléaires qui, sous couvert de sécurité, vont faire des zones d'exclusion plus ou moins grandes. Ça restera à voir autour de ces réacteurs. Donc, il y a devant nous des choses très intéressantes qui vont devoir être traitées. Merci. Alors Étienne, je ne veux pas non plus t'imposer cette question sur la transition économique et le rôle de l'Union européenne avec la Russie, mais si tu as quelque chose à dire. Je vais répondre un peu plus largement, peut-être déjà pour dire que le conflit avec l'Ukraine et les sanctions contre la Russie ont révélé l'impossibilité d'avoir une vision immatérielle de l'économie. La sous-estimation du coût pour l'Europe des sanctions contre la Russie est fortement liée à des hypothèses de substitution très facile entre secteurs d'une source d'énergie à l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'élection de Trump et tout l'impact global que ça a eu sur les politiques d'aide au développement aurait pu constituer une opportunité aussi pour l'Europe de s'affirmer comme leader qui vient remplacer, ou en tout cas au moins partiellement, un peu le rôle que pouvaient avoir les États-Unis à ce moment-là vis-à-vis des pays à bas revenus et puis des pays émergents. Ça a été sans doute une opportunité un peu manquée, puisqu'en même temps, toute l'aide au développement en Europe s'est aussi contractée. Troisième point, c'est ce qu'offre la Chine comme. C'est vraiment un modèle complet de transition. Tous les pays du Sud global, c'est très visible dans les liens qu'on peut avoir avec ces pays-là aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus que, entre guillemets, du conseil sur des trajectoires. C'est effectivement des investissements directs, c'est un soutien à une forme de diversification économique, d'industrialisation verte dans les pays. Il y a une étude très récente de cet été qui regarde l'ampleur des investissements directs étrangers chinois dans les pays émergents sur les secteurs de type batterie, véhicules, évidemment minerais critiques. Et c'est un phénomène qui est massif. Donc, c'est pas une vision du reste du monde un peu extractiviste, c'est vraiment aussi une facilitation d'une diversification économique que promeut la Chine. Donc, dans cet espace-là de contraintes assez forts, l'Europe a toujours des atouts. Mais il faut évidemment prendre les leçons de ce qui nous arrive. Alors la stratégie européenne, on sait, c'est le Global Gateway. C'est une vision sûrement qui essaie de s'inspirer en partie de ce que fait la Chine, mais sans nécessairement aussi promouvoir un modèle complet. C'est une vision de deal gagnant-gagnant, d'infrastructures qui bénéficient à l'Union européenne. Mais il faut aussi promouvoir un modèle qui satisfasse les pays du Sud global. Merci. Une dernière question au vu deux avec des réponses courtes, si possible. Allez-y. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport à l'espace. Tout à l'heure, vous avez soulevé le fait que nous avions donc un problème de financement en Europe. Donc ma question est, puisque l'Europe est le continent le plus riche,
qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons un problème de financement pour les enjeux dans l'espace? Est-ce que nous manquons de véhicules financiers? Est-ce que nous manquons de stratégies offensives pour flécher cet argent vers là où nous en avons besoin? Les diagnostics sont posés, les recherches sont faites, donc je voudrais savoir pourquoi après une dizaine d'années, nous avons toujours un problème de financement. Où est fléchée l'épargne des Européens? Merci. Philippe, une réponse courte, s'il vous plaît. Une réponse courte. Je crois que cela est lié à la perception par l'Europe de sa sécurité. Pendant longtemps, on s'est en Europe assez désintéressé de ces questions et on s'en est remis aux Américains. Il faut être clair. Donc cette approche type bisounours des relations internationales fait qu'on n'a pas beaucoup investi dans l'espace parce que l'espace est très lié soit à la science, comme je le disais, soit à la défense. Et aujourd'hui, depuis 2022, il faut savoir qu'on dépense plus pour le spatial militaire que pour le spatial civil dans le monde. Les courbes se sont inversées. C'était l'année dernière 73 milliards pour le spatial militaire, c'était 62 milliards pour le spatial civil. Et donc, on a une Europe qui commence à peine à se réveiller et à se dire qu'il faut se mobiliser sur cette question et qui commence là, depuis quelques mois, à se dire qu'il faut investir dans le spatial et donc le spatial de défense. Merci. Deux questions. Il y avait une question a priori de Virginie Monvoisin. Et est-ce que le micro est-il le temps? Ah, ok. Je nomme et après Virginie. Oui, et après, bonjour. c'est fini, m'a dit Julia. Excusez-moi. Oui, voilà, je m'appelle Arthur Roussel, je suis membre du programme Grande École au sein de Grenoble École de Management. Ma question s'adressait plutôt à Monsieur Steininger, puisqu'en effet, on entend parler, comme vous le mentionnez tout à l'heure, d'un décrochage, d'un potentiel décrochage de l'Union européenne envers le spatial. Moi, ma question, elle concernait davantage l'unité, justement, de l'Agence spatiale européenne, puisque en effet, on entend le mois dernier que la construction du moteur Vinci, donc un étage de la fusée Ariane 6, va être délocalisée de Vernon en Normandie jusqu'en Allemagne. Et à l'inverse, on entend un plan d'investissement concernant Eutelsat, donc qui vise à concurrencer le système de constellation Starlink au sein d'un programme plus grand sur le plan européen, IRIS. Voilà, j'espère avoir votre avis sur cette question en termes d'unité, voilà, de l'Union européenne. Merci. Une réponse courte encore, Philippe. Je suis désolée. Oui, alors je ne sais pas comment répondre en quelques mots à tout ce que vous avez évoqué. Il y a plein de choses différentes. Je vais juste rebondir sur quelques éléments que vous avez donnés. Iris Carré, qui est donc le programme européen de constellation de connectivité. J'ai cité Galileo, j'ai cité Copernicus tout à l'heure. Iris Carré va être le 3e flagship européen. Ce n'est pas destiné à concurrencer Starlink, c'est pas un système de même nature, mais en revanche, c'est destiné à permettre à l'Union européenne d'avoir une connectivité souveraine. Et c'est absolument indispensable parce que sinon, toutes nos données vont passer par des infrastructures qui ne seront pas européennes. Et donc, avec celui qui contrôle cette infrastructure, un droit ou une capacité à maîtriser nos données. Donc voilà, je crois que je n'ai pas le temps d'en dire plus malheureusement, mais je voulais juste insister sur cette question d'Iris Carré qui n'est pas là pour concurrencer Starlink, mais pour donner de la souveraineté à l'Union européenne dans un domaine clé. Merci. Virginie Monvoisin, ma chère doyenne. Merci. Merci pour ces interventions. Alors, j'avais une question très rapide, mais à la fois très simple et très compliquée. Dès qu'on parle de gouvernance, on parle évidemment des institutions internationales et des États, mais vous n'avez très peu évoqué le poids du privé et des grands groupes. Alors, ça a été un petit peu évoqué pour le spatial, mais par exemple, pour l'industrie minière, il y a eu beaucoup de regroupements, il y a une concentration du secteur. Et donc, il y a des acteurs privés qui ont un poids énorme. Donc, est-ce que ça complique les choses? Est-ce que les choses vont mieux? Puisque finalement, la Chine agit comme un acteur public de façon assez unilatérale. Question ouverte, question de conclusion. Merci. Et encore merci pour vos interventions. Merci Virginie. Emmanuel et après peut-être Julia. Merci.
Votre question, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que généralement, quand on regarde les matériaux, non, mais quand on regarde les matériaux critiques, on a souvent une approche géographique. C'est-à-dire, on dit l'Indonésie produit tant, l'Australie produit tant. Et en fait, ce qui est important, c'est d'aller voir effectivement les entreprises, mais c'est même d'aller voir en fait au niveau des concessions. C'est qui détient les concessions et à quel niveau de partage on a ces concessions. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément en fait beaucoup d'informations. La mine étant comment dire, un secteur qui n'est pas, j'allais dire, qui ne donne pas énormément d'informations et la transparence des opérations n'est pas sa principale vertu, vous voyez. Après, oui, il y a des grands mouvements qui se passent au niveau des entreprises minières internationales, mais ce qu'il faut voir, c'est que la mine internationale est en train de s'organiser un peu comme la pharmacie. C'est-à-dire que vous avez des grands groupes qui prennent peu de risques et vous avez des petites startups, ce qu'on appelle des juniors, qui vont aller justement sur des territoires très très particuliers, ce qui ajoute en plus un degré de, j'allais dire, de faiblesse de transparence encore plus important, notamment dans ce qu'on appelle les nouvelles frontières minières. Vous voyez, c'est pas des grands groupes qui vont aller explorer justement des comment dire, des territoires qui sont difficiles et inconnus. Après, bien évidemment, lorsque vous regardez, si vous prenez le top 10 de l'industrie minière mondiale, vous allez trouver 5 chinoises, 3 anglo-saxonnes, 2 américaines. Vous allez rajouter aussi une ou deux canadiennes. Si je veux juste parler un petit peu d'Union européenne, je dirais que ce qui manque également en Europe, ce sont les acteurs européens de la mine, qui sont assez peu nombreux et assez, j'allais dire, faiblement capitalisés, à un tel point qu'il y a quelques années, un célèbre groupe français a été obligé en fait de s'appuyer sur de la finance chinoise pour obtenir une concession en Amérique du Sud. Concession qu'elle a par la suite rachetée à, comment dire, à son partenaire chinois, mais ça vous montre aussi l'implication entre financement et entreprise. Merci. Bon, j'imagine, Étienne, que tu avais des choses à dire sur le sujet, puisque tu mènes des recherches aussi qui sont en lien actuellement. Je ne sais pas, Julia, Étienne, rapidement pour conclure sur cette question. Juste un mot pour autopromotion. Il y a un document de travail de l'AFD qui vient de sortir, qui analyse un peu cette question de la structure de propriété des minerais critiques, à la fois propriété géographique, qui possède les entreprises et qui possède ultimement au niveau financier ces entreprises. Et du coup, ça donne une cartographie, une géographie, voire une géopolitique assez différente suivant la définition de la propriété qu'on prend. Alors, in fine, en cas de tension, de conflit, quelle propriété va être la plus importante va dépendre des rapports de force, mais c'est intéressant déjà de regarder à ces trois niveaux ce que ça décide. Merci. Julia, le mot de la fin. Sur la question du secteur privé et de la mer, ça me permet aussi de faire le lien avec l'Europe. L'Union européenne et les pays européens peuvent être considérés comme des puissances maritimes si on prend leurs entreprises. Les armateurs sont pour beaucoup européens. On parlait du traité sur la haute mer. Ça régule notamment les activités du secteur pharmaceutique dans la mer. Et là aussi, ce sont des grandes entreprises européennes. La différence, peut-être par rapport à la mine dont parlait Emmanuel, c'est que quand on investit dans la mer, on a besoin d'un important capital. Donc, ça reste quand même des gros acteurs qui vont être les maîtres de l'océan. Par contre, ces acteurs-là ont quand même besoin des États, et notamment le secteur maritime. On l'a vu, dès qu'il y a un enjeu de circulation, c'est les marines de guerre qui vont venir sécuriser la circulation. Et donc, il y a tout un jeu entre États et entreprises, parce que un des objectifs des marines de guerre ont été quand même de sécuriser les approvisionnements stratégiques depuis qu'elles ont été créées. Donc ça reste depuis très longtemps un dialogue en continu qui aujourd'hui peut se refléter par cette magnifique intervention de Rodolphe Saadé dans le bureau ovale, si vous voulez regarder cette vidéo, devant la carte du Golfe d'Amérique. Voilà, donc on voit quand même que ce dialogue, il est permanent entre les grandes entreprises et les États, et il est nécessaire parce que on a besoin du capital des grandes entreprises pour aller en mer, mais on a besoin des États pour sécuriser les ports et les voies de navigation. Et oui, il y a effectivement aussi cette grande entreprise canadienne qui va essayer d'aller forer les fonds marins et qui essaie de s'appuyer sur des sponsors étatiques. Et quand on dit sponsors, c'est des interlocuteurs étatiques pour pénétrer les enceintes de dialogue international.
J'en profite pour faire un tout petit point promo aussi. On va sortir le 10 décembre cette magnifique revue sur armement et arsenalisation, où vous aurez des informations sur le climat, l'arsenalisation du climat, de l'espace, et ensuite des questionnements sur ces termes d'arsenalisation des biens communs. Merci à tous les quatre pour la pertinence de vos interventions et nous allons laisser la place à la prochaine table ronde et merci de votre présence.